On va poursuivre. C'est bon ? Merci de vous installer. Bienvenue. Donc sur cette table ronde, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse tous, à savoir vieillir, bien vieillir. Et pour cela, nous allons aborder des sujets de grande modernité, comme les nouvelles approches d'évaluation du vieillissement cellulaire et les nouvelles thérapies qui permettent ou permettront de prévenir des maladies. Et pour cela, nous allons échanger avec le docteur Laure Raymond, ici présente, qui travaille au laboratoire Biomnis Eurofins et est responsable du service de génétique. Et puis monsieur Jacques Fouché, qui est responsable innovation et management et projet en e-santé à la Poste Santé. Une courte introduction pour faire un point sur ce qui vient de se passer ces 2 dernières années dans le domaine du vieillissement et de la biologie du vieillissement. L'idée n'est pas bien sûr d'être immortel dans 6 mois, mais il y a un alignement d'étoiles qui est assez incroyable en médecine en termes d'évaluation biologique de ce que l'on appelle l'âge biologique des individus et en termes de thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans ? Eh bien, des publications ont amené à comprendre de façon plus précise les mécanismes du vieillissement cellulaire en montrant 12 domaines du vieillissement cellulaire pour lesquels une action peut théoriquement être réalisée sur le plan thérapeutique. Alors, on ne va pas les détailler, ces 12 éléments, mais ça va de la protéostasie à la sénescence cellulaire, à l'inflammation de bas grade. Donc c'est un élément, on a maintenant les principales clés de pourquoi une cellule vieillit et comment elle vieillit. Le deuxième élément, c'est qu'on peut évaluer pour un individu donné la situation de ses organes et de ses systèmes biologiques pour dire cet organe vieillit plus vite, celui-ci plus lentement, ce système, par exemple le système inflammatoire, a 10 ans de plus que son âge en termes de fonctionnement ou d'altération. Les longueurs de télomères, vous avez sûrement entendu parler de ces éléments qui sont les télomères, ce sont ces chaussettes qui protègent l'ADN des éléments extérieurs qui peuvent l'abîmer. Eh bien maintenant, on peut mesurer cette longueur de télomère et même le rallonger s'il est trop court, parce que s'il raccourcit trop vite, eh bien on va avoir des chromosomes qui vont vieillir plus rapidement. Donc on peut évaluer ces longueurs et on peut intervenir dessus. Les autres éléments tournent autour de l'évaluation de l'âge tissulaire. Et ça, c'est l'imagerie, notamment l'imagerie scanner, qui permet de le faire. C'est quoi ? L'idée, c'est d'analyser à partir d'une imagerie corps entier, scanner, l'âge des tissus et lesquels. Le tissu vasculaire et notamment les artères du coronaire, c'est ce qu'on appelle le score calcique, qui permet de mesurer l'âge de vos coronaires, l'âge de vos artères coronaires. Et puis, il y a la possibilité de mesurer maintenant l'âge osseux, l'âge musculaire et l'âge graisseux. Alors pourquoi s'intéresser à tout cela ? Tout simplement parce que l'âge graisseux et même la masse grasse viscérale, pas forcément celle qu'on a de façon apparente, mais celle qui entoure les intestins notamment, cette graisse en fait est directement corrélée en fonction de sa densité et de son volume à la probabilité de décès, à la probabilité de diabète, à la probabilité de cancer et à la probabilité de maladie cardiovasculaire. On a donc maintenant la possibilité, à partir d'une simple imagerie scanner, non seulement d'aller chercher d'éventuelles anomalies débutantes, comme des petits cancers, mais aussi de pouvoir quantifier précisément la situation du vieillissement dit phénotypique, c'est-à-dire mesurable, réel. Et on aboutit à quoi ? On aboutit à une cartographie du vieillissement d'une personne et d'une cartographie de facteurs de risque individuels pour pouvoir diriger des thérapies médicamenteuses, on verra lesquelles, non médicamenteuses, c'est principalement l'activité physique adaptée, ultra personnalisée et la nutrition. Et tous ces éléments combinés font que des études rapportent que les gains de longévité que l'on peut avoir peuvent aller jusqu'à 24 ans si, par exemple, à 40 ans, on corrige dès 40 ans, donc à mi-vie, comme on dit, les principaux facteurs de risque. Alors c'est intéressant parce qu'on peut quantifier pour un individu donné tous ces facteurs de risque, donner des thérapies, médicamenteuses ou non, et vérifier non pas 30 ans après que sa longévité ou ses maladies chroniques, il les a évitées, mais par contre, au bout de quelques mois seulement, on peut mesurer l'efficacité de ces thérapies. Pourquoi ? Parce que les corrections induites par ces thérapies en termes de biologie cellulaire et d'altération du fonctionnement cellulaire lié au vieillissement, ces corrections sont mesurables par des marqueurs indirects comme
les horloges épigénétiques est comme bientôt un élément que l'on est en train sur lequel on travaille avec le laboratoire Biomnis, qui est le dosage direct des cellules sénescentes. Les cellules sénescentes, ce sont les cellules que vous avez dans votre organisme qui vieillissent, s'accumulent dans les tissus, abîment les tissus parce qu'elles ne servent à rien. Elles devraient disparaître, mais votre système immunitaire n'arrive pas à les éliminer. En revanche, il y a une inflammation qui apparaît et qui fragilise encore plus les tissus. Eh bien, ces cellules sénescentes, dont le nombre augmente avec l'âge, on peut les mesurer, on va bientôt pouvoir, dans quelques semaines, les mesurer dans le sang, et pouvoir mesurer très directement l'impact de l'activité physique adaptée, des changements de nutrition sur cette dynamique des cellules sénescentes et pouvoir dire à un individu, voilà, le parcours de soins préventifs qu'on vous propose, il a été associé à une réduction de tant de % de ces cellules sénescentes, ce qui correspond à un tel ralentissement, de tels dérèglements liés au vieillissement cellulaire. Et l'approche sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est l'approche de la génomique. La génomique, bien sûr, qui consiste à analyser le génome d'un organisme. Et le laboratoire Biomnis Eurofins développe depuis plusieurs années des procédures d'évaluation, deux principales, sur lesquelles on va vraiment s'attarder. Le premier, c'est la pharmacogénomique. C'est comment prédire pour un individu la manière dont il va éliminer les médicaments. Pour éviter, on va voir des effets secondaires ou des inefficacités. Vous allez voir la puissance de cette analyse. Et l'autre élément, c'est pouvoir prédire par le génome des maladies évitables, ce qu'on appelle le génome actionnable. Donc je vais passer la parole au docteur Raymond, qui va nous détailler un petit peu ces nouveautés qui sont rien de moins que révolutionnaires, vous allez voir. Bonjour à tous et merci pour cette introduction et pour cette invitation. Donc, je suis pharmacien biologiste chez Eurofins Biomnis, qui est un laboratoire de biologie médicale. Et mon travail au quotidien, c'est de faire des études génétiques, donc principalement pour des patients qui sont malades, mais aussi pour des patients qui ne présentent pas encore de pathologie, dans le but de faire de la prévention. Donc, comme le disait le professeur Denis, il y a deux aspects. Il y a la génomique actionnable, ce qu'on pourrait appeler la génétique préventive, et il y a la pharmacogénétique. Donc c'est par la pharmacogénétique que je vais commencer. La pharmacogénétique, ça consiste à prédire la façon dont un individu va répondre à un traitement. Est-ce qu'il va développer des effets indésirables? Est-ce qu'il va y avoir une efficacité du traitement pour ce patient? Donc ça, on peut le dire à partir de votre ADN. Et ce qui est très intéressant avec la pharmacogénétique, c'est qu'on a tous au moins un variant d'intérêt médical. Donc tous dans la salle, vous êtes concernés par ce type de test. Et l'autre point intéressant, c'est que les médicaments pour lesquels on a des choses à dire, ce sont finalement des médicaments courants. Donc par exemple, on pourra dire des choses pour les statines, des choses pour les antidouleurs, pour les antidépresseurs. Donc il y a vraiment énormément d'applications possibles. Et ce que l'on imagine dans quelques années, c'est qu'on est tous une sorte de passeport pharmacogénétique qu'on pourrait présenter en officine, quand on va récupérer les médicaments, ou à son médecin, pour que le médecin puisse nous dire, pour vous, vu votre ADN, je sais que c'est tel traitement qu'il faut vous administrer. Donc ça, c'est des tests qui se développent de plus en plus. Si on va en Suisse, par exemple, en Suisse, le pharmacien d'officine peut prescrire un test pharmacogénétique à un patient. En France, c'est encore pas tellement déployé. Il faut que ce soit forcément un médecin qui prescrit. Enfin, il n'y a pas autant de possibilités. L'autre écueil encore, c'est le remboursement. Donc ce sont des tests qui ne sont pas encore remboursés, mais qui sont en cours d'évaluation par la Haute Autorité de Santé pour savoir si c'est pertinent de les rembourser. Et donc voilà, c'est des tests en tout cas pour lesquels on envisage un déploiement à court terme. Alors, je peux prendre le relais puisque ce test, on l'a en accès justement et on l'évalue à l'Institut. Pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, je confirme que 100% des personnes à qui on a proposé ce test viennent pour des bilans de prévention. Hein. Ils ne sont pas malades. Mais 100% ont au moins une anomalie sur 30 molécules sur les 120 testés. C'est énorme. Il y a 30 molécules sur 120, il y a une anomalie. Alors il y a des personnes chez qui c'est même chez 70 molécules sur les 120. Mais ce sont des molécules qui sont prescrites tous les jours. Les inhibiteurs de la pompe à protons, donc pour traiter les ulcères, les statines, toutes les cardiotropes, vasculotropes et même les anticancéreux. Donc on a fait des statistiques justement pour cette session. 100% des personnes ont un variant qui modifie la manière dont ils vont éliminer un traitement par inhibiteur de la pompe à protons, c'est-à-dire les anti-ulcéreux. Donc tout le monde ici a une anomalie ou une modification par rapport entre guillemets à la norme qui ferait que si on devait vous prescrire un inhibiteur de la pompe à protons, on pourrait adapter la dose de façon à éviter soit une inefficacité, soit une toxicité. Pareil pour les statines, c'est 9 personnes sur 10 pour lesquelles
la statine devrait être modulée en termes de dose et de choix du médicament par la pharmacogénétique pour éviter des effets secondaires, les fameuses myalgies qui font arrêter les patients une fois sur 3, ou l'inefficacité, c'est-à-dire le cholestérol qui continue de monter. Pareil pour les antidouleurs, on est à 63%, donc quasiment 2/3 des personnes ont, sans le savoir, des doses qui devraient être adaptées pour les antidouleurs, les morphiniques, les anti-inflammatoires, etc. Et on est à 100% pour les cardiotropes et vasculotropes, les anticoagulants, etc. Je vais vous donner un exemple d'un cas clinique très simple. Une personne médecin vient faire un bilan, on lui fait sa pharmacogénétique, elle a comme seul traitement des œstroprogestatifs à visée contraceptive. On trouve une mutation dans ce test du facteur 5 de Leiden, qui est une mutation d'un facteur de coagulation, qui est une contre-indication absolue à l'utilisation d'œstrogènes, car risque d'embolie pulmonaire multiplié par 10. Ben voilà, typiquement un sujet pour lequel la génomique a apporté directement à la personne un effet, une contre-indication qu'elle ignorait. On corrige la contraception en utilisant cette fois un progestatif pour éviter ce risque de mort subite et d'embolie pulmonaire. Donc voilà un petit peu les possibilités qu'offrent ces nouvelles évaluations. Mais il y a bien sûr encore plus loin la possibilité, via le génome, d'analyser ce qu'on appelle le génome actionnable, c'est-à-dire une recherche de maladies que l'on peut éviter, que l'on pourrait prévenir en s'appuyant sur ce génome. Qu'est-ce que vous avez des données là-dessus? Oui, tout à fait. Donc il y a... c'est des tests qui sont déjà disponibles aux États-Unis, par exemple. Donc, il est possible pour un patient de commander le test aux États-Unis et de le réaliser. En France, c'est plus restreint. Néanmoins, il y a une étude très intéressante qui s'est mise en place pour les nouveau-nés, qui s'appelle Périgénomède, qui est réalisée au niveau du CHU de Dijon. Et donc, chaque nouveau-né, à la naissance, aura un génome. Et grâce à ce génome, on pourra identifier les enfants qui sont à risque de développer des pathologies lourdes et pour lesquelles on peut avoir une action préventive. Il y a par exemple certains déficits enzymatiques qui vont bloquer le développement neurologique de l'enfant. Et donc, on pourra donner des enzymothérapies de substitution pour que l'enfant se développe normalement. Il y a d'autres pathologies ensuite, par exemple des cancers que l'on pourrait prévenir. Il y a une étude très intéressante, par exemple, qui a montré que les patientes qui connaissaient leur statut BRCA, donc BRCA c'est un gène qui va qui va augmenter le risque de cancer du sein, et bien les patientes qui connaissent leur statut BRCA avant de développer un cancer du sein ont de bien meilleures chances de survie que les patientes qui découvrent leur statut BRCA au moment où elles développent le cancer du sein. Donc l'impact sur la prévention est majeur. Alors d'ailleurs, une étude islandaise est intéressante, puisqu'il y a 1 an et demi, cette étude a rapporté les résultats d'une analyse du génome de toute la population. Bon, les Islandais, ils ne sont pas des millions non plus, donc c'est assez facile de faire le génome de tout le monde. Toute la population a un génome, et pour le coup, l'étude a permis de montrer quels sont les gains en survie des gens chez qui on a trouvé une anomalie. 4% des Islandais ont une anomalie génétique actionnable, c'est-à-dire une prédisposition à un cancer évitable ou en tout cas détectable plus tôt, ou une anomalie d'ordre cardiologique ou métabolique. Donc 4% de la population tout venant à une anomalie. Et bien le fait de connaître cette génomique à l'avance et donc de conduire des modalités de prévention et de surveillance ciblées sur ce risque issu de l'analyse génétique, et bien là aussi allonger l'espérance de vie. Donc on est vraiment sur des données maintenant, alors c'est New England, pour ceux qui veulent le voir, New England 2023, c'est quelque chose qui s'appuie maintenant sur des preuves en allant chercher uniquement des choses actionnables. Il n'est pas question d'aller chercher des pathologies pour lesquelles on n'a ni moyen de les détecter, ni moyen de les traiter. Mais rien que sur des anomalies, il y avait 50 pathologies qui étaient analysables et évitables, cardiologiques, notamment la rupture du myocarde chez les sportifs en plein match de foot. Vous savez, le gamin de 20 ans qui s'écroule parce qu'il expose son myocarde, en fait, il a une cardiomyopathie génétique, il ne le sait pas. Le sachant, on va peut-être lui éviter de faire des efforts à glotte fermée et puis lui surveiller, lui faire une échographie cardiaque de temps en temps. Voilà, c'est ça la génomique actionnable. C'est on a une cible potentielle, on va faire une surveillance adaptée pour éviter un incident. Peut-être sur cette partie cardiaque, je voulais juste compléter par le fait que la Haute Autorité de Santé vient de donner un avis favorable au remboursement des tests génétiques pour les patients qui ont une cardiomyopathie. Donc il y a une liste de gènes qui a été définie, c'est assez récent, c'est pas encore remboursé par l'assurance maladie, mais la première étape c'était cet avis favorable de l'HAS et il vient juste de sortir en février. Là. Très clair. Merci infiniment. Toujours dans ces domaines on va dire, du déploiement de solutions modernes à visée préventive et éviter des pathologies chroniques ou des rechutes de pathologies, je crois que c'est intéressant qu'on échange avec M. Fouché pour parler justement du projet qui est déjà en cours de déploiement de prévention tertiaire de pathologies vasculaires en utilisant des dispositifs qui sont livrés à la maison directement chez les patients.
Nouveau parcours de soins. Oui, Fabrice, effectivement, je vous remercie. Donc Jacques Fouché, je travaille au sein de la Poste Autonomie sur un projet que j'ai développé il y a quelques temps sur de la détection de FA en phase aiguë AVC. Fibrillation auriculaire. Fibrillation, pardon, excusez-moi, fibrillation auriculaire. Et j'ai souhaité rejoindre la Poste de façon à pouvoir étendre ce projet avec les moyens que la Poste peut mettre à disposition aujourd'hui, que ce soit sur des moyens logistiques, bien évidemment, qu'on peut imaginer, de présence auprès du domicile du patient, enfin, ou du potentiel patient, avec le facteur, mais aussi pour éprouver les systèmes de DM et de devices connectés qui peuvent permettre des examens au domicile. J'en veux pour preuve, au format de la boîte aux lettres du tout à chacun, on est capable, avec cette valise, de réaliser un ECG de repos avec une téléassistance, je rassure tout de suite les spécialistes, où on est capable à distance de caler, de vérifier, de positionner l'électrode au bon endroit, la V1, V2 et pour les spécialistes cardiologues. Donc on est capable de le faire. Tout ça en moyen vidéo et connecté. Le patient, une fois qu'il a fini l'examen, peut le remettre dans la boîte et ça repart directement. C'est le simple exemple. On va étendre ça à la neuro avec un casque qu'on peut poser avec des examens potentiels, les potentiels évoqués s'il y a besoin, sur des examens de 20 minutes. Bon, voilà. Et justement, complété par le pilier que évoque Fabrice depuis un certain temps, et madame, voilà, sur la partie analyse de sang pour pouvoir prévenir et génomique quand il y aura besoin. Voilà. Donc, très rapidement. Très clair. Ce qui est intéressant d'observer, c'est effectivement la capacité qui va s'élargir de démocratiser toutes ces approches. Parce que bien sûr, le remboursement, c'est le Graal à chaque fois pour tous les dispositifs médicaux, y compris les dosages sanguins. Ça prend du temps. D'autres pays sont en avance de phase parce que le bénéfice médico-économique de réduire de 40% l'incidence de cancer et de 52% l'incidence de maladies cardiovasculaires, et je ne parle pas du diabète, où la prévention, on peut le réduire de 75%, il est connu. Mais effectivement, il y a la possibilité de mettre à l'échelle tous ces dosages, toutes ces évaluations, de faire connaître auprès des médecins cette nouvelle médecine autour d'une génomique validée. Là, on n'est plus sur de l'exotisme, c'était le titre, parce qu'on est passé de l'exotisme à des éléments basés sur les preuves. Et puis cette nouvelle approche des thérapies, donc pour faire un point sur les thérapies médicamenteuses qui modifient le métabolisme du vieillissement cellulaire, il y a 5 molécules à date qui sont dans le pipe, comme on dit, de laboratoire, et la plupart en fait s'intéressent aux cellules sénescentes. On en a parlé, c'est ce qu'on appelle les sénolytiques. Les sénolytiques, ce sont des molécules qui vont aller détecter des cellules vieillissantes dans un organisme. On les appelle aussi cellules zombies, ces cellules, parce que elles sont là, elles servent à rien à part abîmer l'organisme. Et donc ces molécules vont aller les détruire et donc éviter leur accumulation et éviter l'inflammation qui est liée à la présence de ces cellules. Eh bien, il y a déjà des essais randomisés qui sont en cours. Alors évidemment, ça marche très bien chez le rat, ça marche très bien sous tout un tas de modèles animaux, le singe, le chien, etc. Chez l'homme, sur le plan biologique, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a ce taux de cellules sénescentes qui diminue, on a tout un tas d'éléments métaboliques qui semblent s'améliorer. Bien sûr, il va falloir encore des données sur un peu plus de patients et de long terme, mais là, il y a un vrai sujet. Le marché théorique des cellules, des sénolytiques, c'est à peu près évalué à 100 milliards en 2026, donc c'est à peu près du même montant que les coupes-fins pour les traitements de l'obésité. Donc c'est qu'il y a une vraie probabilité qu'il se passe quelque chose. Les autres cibles thérapeutiques sont l'autophagie. L'autophagie, c'est la capacité qu'ont vos cellules, lorsqu'elles vieillissent, d'éliminer ou pas leurs déchets cellulaires, leurs débris. Et bien, cette autophagie, en fait, elle s'altère avec l'âge, de sorte qu'on a des cellules qui vieillissent, accumulent tout un tas d'éléments qui ne fonctionnent plus, les réticulums endoplasmiques, il y a tout un tas de métabolites. Eh bien, ces nouvelles molécules favorisent l'élimination de ces organites qui s'accumulent, et on a des éléments de preuve, il y a même déjà des études randomisées qui suggèrent une réduction de l'âge biologique via ce type d'approche. Pour information, le fameux jeûne intermittent, le fait de manger 16 heures par jour, sur une plage de 16 heures ou 5 jours, de ne pas trop manger de calories 2 jours sur 7, c'est en cours d'évaluation dans des essais randomisés, mais les premiers résultats ont l'air favorables sur justement l'accélération de l'autophagie.
En gros, ça oblige les cellules, avec un stress induit par le manque de nutriments, à éliminer rapidement tout ce qui ne sert à rien dans la cellule et refabriquer, en piochant là où elle peut, refabriquer des métabolites nouveaux. Donc, on ne va pas s'étaler sur toutes les molécules. Néanmoins, suivez ça de près, parce qu'il y a un vrai sujet d'évaluation en baseline de la situation des organes, du vieillissement de chacun. On a des modalités de thérapie, médicamenteuses ou non médicamenteuses. Par exemple, la nutrition, le seul fait de corriger un régime mal fichu à base contenant trop de graisses saturées, trop d'aliments ultra transformés. Eh bien, si on corrige à 40 ans un régime pour le transformer en un régime optimisé, alors c'est notamment le régime méditerranéen, mais pas que, c'est 10 années de longévité en plus. C'est validé, Nature Food fin 2024. Et même à 70 ans, quelqu'un qui commence à corriger son alimentation a une longévité de 5 ans améliorée par celui qui ne va pas modifier son alimentation. Donc on est sur des sujets qui sont des sujets simples finalement, en termes de modification de mode de vie. Pourquoi? Et ça on le sait que depuis très peu de temps, parce que la moitié de nos gènes, de nos cellules, on a 25 000 gènes à peu près, la moitié de nos gènes ne s'exprime ou ne s'exprime pas qu'en fonction du mode de vie. C'est-à-dire que selon ce que vous mangez, selon ce que vous fumez, selon l'activité physique que vous avez, ils s'allumeront ou ils ne s'allumeront pas. Donc ça veut dire qu'ils sont actionnables eux aussi en fonction du mode de vie, et c'est ça qui fait qu'on a de telles modifications en termes d'incidence de maladies métaboliques qui peut être réduite. Exemple type, hein, vous avez tous entendu parler de le foie gras non alcoolique. Hein, 30% des Américains et 20% des Français ont ça. C'est le fait d'avoir un foie gras sans pour autant boire d'alcool, mais en mangeant trop de sucre et de graisse. Cette pathologie donne des cirrhoses et des cancers du foie et des décès précoces. Eh bien, le seul fait de modifier l'alimentation fait disparaître la stéatose hépatique en moins de 2 mois. Donc, il y a des sujets qui méritent d'être creusés en termes de prévention, simple, mode de vie, etc. Bientôt certainement des thérapies de plus en plus ciblées, et puis pouvoir évaluer très rapidement l'efficacité de ces thérapies par des dosages biologiques, épigénomiques, horloge épigénétique, etc. Donc une vraie médecine de prévention qui est en train d'émerger, et avec des champions français en plus, pour lesquels je vous suggère d'avoir quelques approches, puisque c'est notamment la pharmacogénétique est absolument validée et clairement modifie pour 100% des gens la manière dont on va prescrire des molécules. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a 6 minutes. Bonjour, merci pour vos interventions qui sont passionnantes. Je voudrais savoir en fait à quand la démocratisation justement de ces tests génomiques, quand est-ce que c'est prévu? Alors en fait, pour la démocratisation, il y a différents freins, je dirais. Il y a une partie qui est légale et une partie qui est financière. Donc pour les patients symptomatiques, je pense que pour la partie financière, ça va se débloquer là grâce au rapport de la HAS qui est sorti récemment pour les patients qui ont des cardiomyopathies. Donc c'est la première étape pour que le remboursement puisse avoir lieu. Pour les patients non malades, donc pour tout ce qui concerne la génétique préventive et la pharmacogénétique, je pense qu'il faut d'abord se positionner pour revoir la façon dont la loi est rédigée aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un patient, par exemple, qui veut connaître son statut génétique est dans l'illégalité. Je crois que c'est 4 000 € d'amende si on envoie un test génétique à l'étranger. Donc ça paraît choquant parce qu'on se dit c'est mon ADN, c'est moi, donc il n'y a pas de raison que je n'ai pas le droit de connaître mon matériel génétique, mais en réalité c'est illégal. Donc ça, je pense que les experts maintenant sont d'accord pour dire que la génétique préventive, ces bienfaits sont démontrés, donc les choses vont évoluer. Donc il y a cet aspect légal, et après il y aura l'aspect remboursement, et ça aussi ça prend du temps. Après il y a des patients qui parfois paient eux-mêmes les tests, et c'est une autre voie d'accès aux tests, mais ce n'est pas de la démocratisation. Après la pharmacogénétique, on n'est pas obligé de faire un test tous les ans, hein. On fait ça tous les 15 ou 20 ans, c'est suffisant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en tant que médecin une obligation de moyens. Et ce moyen existe de prédire, par exemple, pour les anticoagulants comme le clopidogrel, le Plavix. C'est un médicament qu'on donne aux gens qui ont les artères qui se bouchent pour éviter l'amputation. Eh bien, ce produit est typiquement différemment métabolisé selon les individus. Pratiquement une personne sur deux ne le métabolise pas du tout comme c'est sur le Vidal. C'est-à-dire soit trop, il est éliminé trop vite, soit pas assez, du coup on est surdosé.
c'est vrai qu'ayant un cardiologue qui a connaissance de ces tests de prévision de l'efficacité, mais ne peut pas l'utiliser parce que c'est le patient qui doit le payer et qui ne peut pas, ou bien s'il le fait faire, c'est le cardiologue lui-même qui va être ennuyé, ben, il est coincé parce que si le patient il lui donne sa molécule comme il fait d'habitude, et que comme on a un cas justement à l'Institut d'une personne à qui le Plavix n'est pas efficace parce qu'il métabolise beaucoup plus rapidement la chose, eh bien, qui a eu une thrombose, qui a bouché son artère, parce qu'en fait il aurait fallu doubler la dose si on avait eu ce test en avance en fait. Donc l'obligation de moyens va assez rapidement se buter, on va dire, à la réglementation parce que les tests existent et les statines, on a vu, 100% des gens ici ont une modulation de dose de statine si on doit en prescrire une. Donc je pense que les choses vont bouger, il fallait les preuves. Et là, les publications tombent les unes après les autres. Lancet 2023 pour montrer que 30% des effets secondaires peuvent être évités avec un passeport de pharmacogénétique. Donc bon, on va y arriver, mais c'est toujours un petit peu lent parce que tout ça a un coût, évidemment. Si on doit déployer 60 millions de tests, je crois qu'à l'échelle, ça peut se faire parce que maintenant, le laboratoire sait faire, mais ça va avoir un certain coût. Mais il y a en face des économies de santé à faire. Peut-être juste pour compléter sur la partie médico-économique, donc ça avait bien été étudié dans la dépression, par exemple. Il y a une étude médico-économique qui a été menée au Canada et qui a montré qu'au bout d'un an de déploiement de ces tests pharmacogénétiques, en fait, on réalise qu'une fois, parce que notre ADN il est stable tout le long de notre vie, et ben, le payeur faisait des économies. Parce qu'en fait, ça diminuait les réhospitalisations, ça diminuait les comorbidités, les effets secondaires, etc. Donc il y a une vraie économie de santé. Et c'est 91% des gens qui ont un variant sur les les psychotropes. Donc 9 personnes sur 10, la dose n'est pas la bonne. Une question, oui, on n'a plus que 2 minutes. Oui, j'ai une question courte et simple, monsieur le professeur. Merci, monsieur le professeur, et puis merci aussi, madame. Juste une petite question que je voulais poser, c'est celle de savoir, en termes pour les tests génomiques que vous avez expérimentés, eh bien, si vous avez comparé aussi les groupes de population, est-ce que les populations que vous avez étudiées, c'est les tests génomiques, est-ce que vous avez aussi mis un sous-groupe de population de couleur, de population noire? Du coup, votre question est très intéressante parce qu'on parle souvent comment dire, est-ce que la génétique, c'est éthique? Est-ce qu'on ne va pas moins bien traiter certaines personnes en fonction de leurs caractéristiques génétiques? Mais en fin de compte, la génétique, ça permet de remettre tout le monde sur un pied d'égalité et de se dire, grâce à l'information génétique, c'est une information stable et on ne juge plus les personnes selon leur origine, en fait. Puisque c'est l'information génétique qui va permettre de dire, eh ben, ce patient, il a par exemple un variant APOL1, c'est un variant qui est plus fréquent dans les populations africaines, par exemple, et on sait que puisqu'il a ce variant APOL1, il faut le traiter de telle façon. Mais ce n'est pas parce qu'il est d'origine africaine qu'il faut le traiter comme ça, c'est parce qu'il a ce variant APOL1. Et on peut très bien avoir un autre patient qui n'a pas l'air, excusez-moi de le dire comme ça, mais d'origine africaine, et qu'il faudra traiter de la même façon parce qu'il a aussi ce variant APOL1. Donc la génétique, j'espère que ça répond à votre question, mais remet tout le monde pour moi sur un pied d'égalité. Absolument. Et un cas clinique qui me vient, une personne vient faire un bilan avec une pharmacogénétique sans symptômes particuliers, on lui trouve un taux de cholestérol élevé et un taux de bon cholestérol très bas. Et il me dit, ma mère aussi a du cholestérol. Bon, alors hop, pharmacogénétique, on trouve une mutation assez exceptionnelle qui explique les deux hypercholestérolémies chez lui et chez sa mère. Bon, ça c'est la première bonne chose, c'est qu'on ne va pas lui faire des régimes plein pot toute sa vie, sachant que de toute façon il a une anomalie génétique, il va avoir sa statine directe. Mais quelle statine? On a la pharmacogénétique qui nous dit c'est celle-ci pour laquelle la dose s'étend pour avoir le moindre risque de myopathie et la meilleure efficacité. Alors là, on ne peut pas faire médecine de précision plus importante, on part d'une hypercholestérolémie qui paraissait lambda pour arriver à une hypercholestérolémie familiale avec le gène de trouver et la molécule à mettre en face. C'est comme ça que ça devrait se passer. La démarche en plus est individuelle dans la règle des 5 P qui était évoquée sur France 2030. C'est bien le focus personnalisé en fait, dont on bien compte et on comprend avec la G-Note. Parfait. Eh bien nous avons une dernière flash. Dernière question. Bonjour et merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport aux compléments alimentaires qu'on voit déjà en vente sur Internet. Il y en a beaucoup, il y en a même qui sont recommandés par des chercheurs comme David Sinclair, je pense au resveratrol. Quel est votre avis? Ça marche pas le resveratrol. Ouais, quel est votre avis du coup sur tous ces compléments? Est-ce qu'il faut encore attendre ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui marchent? Alors, c'est très clair. Le problème des compléments, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés.
Et on a fait des tests justement de personnes qui venaient avec leurs compléments pour voir ce qu'il y avait dedans. Et il y a une étude qui a été publiée en plus il y a quelques mois qui montrait que sur, par exemple, le nicotinamide, eh bien, il y avait 12 flacons de 12 laboratoires différents sur 15 qui ne contenaient pas la bonne posologie, voire rien. Et une autre molécule comme la fisétine, par exemple, qui est un sénolytique qui a le vent en poupe, eh bien, une personne est venue me voir avec sa boîte et un laboratoire allemand qui produisait ça, un grand laboratoire allemand. Et là où il pensait avoir 500 mg de fisétine par gélule, il n'avait que 8 mg, donc rien. Et en plus, une forme qui n'est pas biodisponible, c'est-à-dire qui ne traverse même pas la barrière digestive. Donc, il y a vraiment ce sujet de contrôle qualité et puis d'évaluation de l'efficacité aussi, parce qu'on ne va pas faire prendre des compléments aux gens pendant 30 ans sans vérifier au bout de quelques semaines ou quelques mois que ça fonctionne. La fisétine, par exemple, elle est éliminée par un cytochrome qui est testé en pharmacogénétique, justement, qui permet de dire elle va être éliminée beaucoup ou pas beaucoup. Donc ça permet justement de moduler la dose de façon individuelle. Donc les compléments alimentaires, ça peut être quand même des médicaments malgré tout en termes de fonctionnement biologique. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même contrôle en termes de qualité. Donc c'est tout le sujet, mais malgré tout, en termes d'évaluation, on a des études randomisées sur ces compléments alimentaires. Alors le resveratrol, ça n'a pas donné de très très bons résultats dans une méta-analyse, mais sur d'autres molécules, on va en citer une comme ça qui est toute bête, c'est le coenzyme Q10, une vieille molécule, une vieille vitamine des mitochondries. Eh bien, il y a 22 études randomisées positives qui suggèrent une réduction de 15% des mortalités cardiovasculaires, notamment chez les femmes hypertendues. 22 études randomisées, ça commence à être pas mal. Bon, après, il faut savoir aussi si dans la gélule que vous achetez, il y en a, est-ce qu'il est bien biodisponible, etc. Donc c'est là l'idée d'avoir un contrôle qualité, notamment Eurofins le fait, mais d'aller chercher, d'avoir un label en fait de composition. Eh bien, on va arrêter cette session. Merci à tous pour votre attention.